bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité ce soir, après une trêve de 3 mois, opération de récupération des réserves foncières de l'État reprend à Koboya, Waria, Yataya, un délai d'une semaine donné aux occupants pour quitter les lieux. Et puis la journée mondiale de lutte contre le diabète célébrée en Guinée sous forme de dépistage gratuit, mais selon les spécialistes, chaque année le taux de prévalence de cette maladie augmente. Enfin, nous irons à Sigiri où la culture du maïs a le vent en poupe. Cette année encore, la moisson a été bonne dans le bourré. Voilà pour les titres encore une fois. Bonsoir. Tout d'abord, ce message de condoléances à son Excellence, M. François Hollande, président de la République française, Paris. Excellence, Monsieur le Président, c'est avec indignation et consternation que le peuple de Guinée a appris l'attentat terroriste perpétré ce vendredi 13 novembre 2015 à Paris contre des installations publiques et privées, faisant plusieurs morts et blessés. Une telle violence suscite de ma part une réprobation totale et la compassion de l'ensemble des Guinéens face à la douleur du peuple français, au chagrin des familles des victimes et des blessés. En cette douloureuse circonstance, la Guinée présente ses condoléances aux autorités, au peuple français ainsi qu'aux familles des victimes. Fidèle à son engagement dans la lutte, sa constance et sa détermination contre le terrorisme et son attachement aux valeurs humaines, la Guinée condamne fermement cet ignoble attentat terroriste. Notre commune adhésion à une lutte sans merci contre le terrorisme doit être sans cesse renouvelée, renforcée pour le triomphe des mondes de paix, de liberté et de tolérance. Le 14 novembre 2015, professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. On commence avec la fin de cette trêve observée par les autorités du ministère de la Ville contre les occupants anarchiques des réserves foncières de l'État. Ce vendredi, elles étaient dans les domaines publics maritimes de Kobaya, Waria et Yataya. Une semaine a été donnée aux occupants pour quitter les lieux. On fait le point avec Saint-Martin Fancinadounou. Après la trêve due à la saison hivernale, les responsables du ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire poursuivent leur opération de récupération des réserves foncières de l'État. À compter d'aujourd'hui, que ceux-là qui également ont pensé que ces actions ne vont pas continuer, s'apprêtent à nous recevoir. Le constat que je fais, c'est que jusque-là, les gens n'ont pas confiance que nous sommes déterminés à récupérer tous ces domaines publics. Quel que soit l'occupant, nous allons récupérer les domaines appartenant à l'État qui sont illégalement occupés, soit à travers des fonctionnaires véreux, soit à travers des documents faux établis à l'insu de l'administration centrale. À Kobaya, Waria et Yataya, des occupations illégales sont perceptibles. Ici, les remblais sont quotidiens. Pire, certains occupants privatisent les lacs d'eau. Dans les bas-fonds, ils construisent les cités et celles-ci sont parfois réalisées sans normes d'occupation. Les gens se sont permis de s'installer dans les domaines, même de mettre même les lacs artificiels qui sont là, ils se sont permis de me diriger ça dans l'air court. En dehors de toute réglementation et toutes nos lois. C'est ainsi que nous sommes là pour marquer la volonté forte de l'État de récupérer tout ce qu'il est dit. Dès la semaine prochaine, nous allons commencer le déguerpissement, nous allons commencer la récupération de ces domaines dès lors que nous avons des engins qui nous permettent aujourd'hui de démolir tout immeuble édifié sur un domaine appartenant à l'État. Face donc à l'ampleur de ces occupations illégales, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire invite ses agents de terrain et les chefs de service à plus de responsabilité et de vigilance dans le suivi et le traitement des documents fonciers. L'Ousseni Camara entend mobiliser plus de moyens pour renforcer les efforts de l'équipe de la gendarmerie chargée de sécuriser les DPM et les réserves foncières de l'État.
Réforme de la justice, l'administration des prisons préoccupe les autorités suite à la tentative d'évasion des détenus qui a secoué la maison centrale de Conakry. 30 socio-éducateurs suivent actuellement une session de formation sur la gestion des lieux de détention. Explication, Thierno Younoussaba. Quelques jours après la tentative d'évasion massive des détenus à la maison centrale de Conakry, se tient la rencontre du personnel socio-éducatif et médical des lieux de détention. L'initiative vise à approfondir leurs connaissances en matière de gestion des populations carcérales. Les détenus veulent qu'on les écoute, qu'on s'intéresse à eux, qu'on les prenne au sérieux, qu'on les comprenne. Dès l'entrée en prison, de mieux les encadrer et d'éviter effectivement des dérapages dans cet environnement qui est complexe. À terme, ces éducateurs seront mieux outillés des techniques de protection des droits à la vie privée et à l'autonomie des personnes incarcérées. Une étape qui constitue la base de la profession d'éducateur. La chaîne d'humanisation des détenus passe forcément par un maillon important, c'est celui du rôle de l'éducateur. L'éducateur, plus qu'une profession, plus qu'un métier, c'est une profession. Pour que le prisonnier, le détenu, pour qu'on respecte ses conditions humaines de détention, il faut qu'il y ait un personnel éducatif qualifié pour permettre une meilleure réinsertion des détenus dans la vie active. Les jours à venir, la Direction nationale de l'administration pénitentiaire promet d'élargir ce genre d'activité à d'autres catégories de fonctionnaires évoluant dans la gestion des centres de détention pour une meilleure réinsertion des prisonniers. Sécurité routière, la journée africaine est célébrée le 15 novembre de chaque année. C'est là conformément à la résolution 64-255 des Nations Unies, une manière de rendre hommage aux victimes de la route. À cette occasion, voici la déclaration du ministre des Transports. Elle est commentée par notre reporter Algassimo Baldé. C'est devenu un rituel. Le troisième dimanche de chaque mois de novembre, les pays africains se penchent sur le phénomène préoccupant de l'insécurité routière. Pour lutter contre ce fléau, la journée africaine de la sécurité routière a été instituée par la conférence des ministres africains des transports tenue à Luanda en 2012. Notre pays tient à marquer sa totale adhésion à cette cause en célébrant cette journée sous le thème vers une grande application des mesures du plan d'action africain pour la sécurité routière, décennie d'action 2011-2020. Aujourd'hui, les accidents de la route constituent une préoccupation majeure pour notre pays et pour l'ensemble de la communauté internationale. En tant qu'usager de la route, chacun de nous est exposé et donc chacun de nous doit se sentir concerné. Cette journée est une manière de rendre hommage aux victimes de la route. En Guinée, selon les statistiques des services de police et de gendarmerie, il a été enregistré durant les 4 dernières années 16 364 cas d'accidents causant la mort de plus de 2000 personnes avec plus de 5000 blessés graves. Je lance un appel pressant à tous les partenaires au développement, aux hommes de bonne volonté, pour qu'ils soutiennent davantage les actions en faveur de la sécurité routière. Pour terminer, notons que mieux vaut arriver tard que de mourir tôt. Le problème avec le dernier verre, c'est parfois le dernier. Téléphoner au volant, c'est être ailleurs que sur la route. Les têtes intelligentes se protègent en utilisant le casque protecteur. Jamais sans ma ceinture de sécurité. En tout cas, il est temps d'agir. Faisons-le ensemble. Dans cette lutte, la principale perspective qui se dessine est l'élaboration d'une politique nationale et la création d'un organisme autonome de sécurité routière avec la participation des partenaires de plusieurs secteurs. Autre titre de l'actualité, c'est aussi cette journée de lutte contre le diabète. Des campagnes de dépistage gratuites sont organisées partout dans le pays. Elles permettent de faire l'alerte précoce de la maladie. Les personnes dépistées bénéficient d'une prise en charge grâce à l'appui de certains partenaires comme la pharmacie centrale de Guinée. Les détails avec Kadia Toubari. Très tôt ce matin, ils ont rallié le palais du peuple, l'un des endroits retenus pour le dépistage gratuit du diabète. Ici, toutes les couches socio-professionnelles sont examinées par les agents médicaux.
Au bout de 15 secondes d'attente, les résultats sont livrés. Je suis fier de savoir que je n'ai pas cette maladie. Moi, j'ai le statut diabétique et je pense que être là aujourd'hui, c'est donner l'exemple et encourager tout le monde à venir à connaître son statut. Cette campagne de dépistage gratuite du diabète se fait dans l'ensemble du pays. La stratégie vise la détection précoce de la maladie chez les porteurs, afin de limiter les complications liées à la pathologie. Je peux partager dès maintenant les premiers résultats qui commencent à arriver au camp Kamayen où nous avons la même activité de dépistage sur une centaine de sujets que nous avons examinés. Nous avons 8% de diabétiques et nous avons 32% de sujets hypertendus. Donc vous voyez que ces campagnes servent. Nous faisons de l'alerte, nous faisons de l'information, nous faisons de la sensibilisation, nous faisons du dépistage pour que les personnes découvrent leur maladie et soient soignées avant l'étape des complications. J'appelle à la population de faire un examen de conscience pour que les gens fournissent l'effort, éviter tous les facteurs prédisposants à cette maladie. Aujourd'hui, le programme des maladies non transmissibles et ses partenaires comptent renforcer les actions pour améliorer la qualité de soins des patients dans le pays. Justement, pour parler de cette maladie, nous recevons sur ce plateau le docteur Sangari Maïmounaba. Elle est la présidente de l'association guinéenne d'éducation et d'aide aux diabétiques. Bonsoir madame, bienvenue sur ce plateau. Oui, merci bien. Tout d'abord, l'association est partie de quoi? La création de cette association? C'est pour pouvoir accompagner les malades diabétiques, leurs familles et les professionnels de santé pour avoir de meilleures conditions de travail. C'est ainsi qu'en partenariat avec le Lions Club de Guinée, nous avons refait les salles des pieds diabétiques. Les malades qui avaient des complications au niveau des pieds, qui peuvent aller jusqu'aux gangrènes et même l'amputation et la mort. Donc à Donka, on a complètement rénové la salle des pieds diabétiques. Justement, docteur, aujourd'hui, le taux de prévalence est élevé selon les spécialistes. En tant que membre d'une association, quelles sont les actions que vous avez menées sur le terrain pour lutter contre cette pathologie? En Guinée, nous avons les statistiques qui sont à 6,6% pour les statistiques des diabétiques connus. Et 60% sont méconnus. C'est pour ça que nous avons décidé de faire des dépistages systématiques. Je vais vous donner les statistiques de ce jour. Nous avons fait 3 sites, le Palais du Peuple, la Kamayen et Antafassa. Le total, on a vu 579 malades. Et parmi ces 579, nous avons eu 179 qui avaient une glycémie fortement élevée. Donc, un taux de 30,9%. C'est beaucoup. Parmi ces 179, 79 étaient connus. Mais tenez-vous bien, 100 nouveaux cas. Ce qui fait un taux de 17%. C'est beaucoup. Pour l'hypertension, c'était la même chose. Sur 279 élevés, on a eu 126 qui étaient connus, mais 153 nouveaux cas, c'est-à-dire 26%. Donc c'est un appel. Nous devons faire des dépistages gratuits systématiques pour mettre en place des plans pour essayer de récupérer au maximum les méconnus. Justement, madame, si vous dites tous ces chiffres-là, vous pouvez par exemple appeler, effrayer les gens pour qu'ils se rendent dans les structures sanitaires. Aujourd'hui, quel est le message que vous allez à donner à l'endroit de ces personnes atteintes de cette pathologie pour qu'elles puissent se rendre dans les structures sanitaires? C'est de dire aux malades diabétiques qu'ils ont un compagnon qui est sournois. Le diabète est un compagnon qui est très sournois qu'il faut connaître et contrôler. C'est indispensable de le connaître. Pour ce faire, il faut vraiment que le malade diabétique soit formé, éduqué au même titre que le médecin diabétologue et aller au contrôle régulièrement pour pouvoir prendre la prise en charge correctement.
c'est le cas du diabète de type 2, ce n'est pas un problème. Quand vous êtes obèse, vous essayez de faire la gymnastique, vous essayez d'avoir une bonne alimentation, vous essayez vraiment d'éviter les graisses et tout. Merci madame d'être venue sur ce plateau. Merci beaucoup. Dans le reste de l'actualité, le médiateur de la République multiplie les initiatives pour expliquer aux citoyens le rôle et le fonctionnement de son institution. Ce vendredi, le général Fasciné Touré s'est entretenu avec les commissaires de la Haute Autorité de la Communication. Les détails avec Saliouba. Le médiateur de la République, l'une des dernières nées des institutions guinéennes, intermédiaire entre l'administration et les administrés, cette institution est encore mal connue des citoyens. Ici, à la Haute Autorité de la Communication, le médiateur de la République échange avec les commissaires sur le rôle et le fonctionnement de son institution. C'était pour présenter l'institution appelée le médiateur de la République, que la République met à la disposition des administrés et des administrants. Il fallait qu'ils comprennent ici les tenants et les aboutissants de ce que c'est que le médiateur. Qui il est, qu'est-ce qu'il fait, il est là pourquoi, comment on peut le contacter, comment on peut le saisir, pour quel problème on peut le saisir. Cette rencontre d'échange a permis au commissaire de la HAC de mieux connaître la mission du médiateur de la République. Il est le défenseur de tous les citoyens qui ont maille à partir avec l'administration et conseiller dans tous les domaines sociopolitiques. Donc, c'est vraiment un grand jour pour la HAC, non seulement dans le cadre de la bonne collaboration entre institutions républicaines, mais aussi de l'avancement de notre démocratie, puisque tout ce dont on parle actuellement, c'est dans ce sens-là. Le médiateur de la République a institué en faveur de la révision constitutionnelle de 2010 sa mission, régler à l'amiable les litiges entre les citoyens et l'administration ou tout autre organisme investi d'une mission de service public. Et puis le mémorandum d'entente signé au mois de juin entre la Guinée et le Maroc dans le domaine de la fonction publique est au centre de la rencontre entre le ministre guinéen Sékou Kourouma et Majid Alim. Ils entendent accélérer la mise en œuvre de ce mémorandum qui prend en compte tous les maux qui gangrènent l'administration guinéenne. Baba Kouyaté nous signe ce reportage. L'administration publique guinéenne est frappée par l'immobilité des cadres des services publics à tous les niveaux. Voilà le constat des spécialistes de la réforme de l'État. Cette rencontre entre le ministre de la fonction publique et l'ambassadeur du Maroc en Guinée vise essentiellement à échanger sur l'accompagnement du royaume chérifien à la Guinée dans le cadre de la mise en œuvre du mémorandum d'entente signé récemment à Rabat entre les deux pays. Le Maroc a beaucoup de choses à partager avec ses frères guinéens. Nous avons un outil également de performant qui est l'Institut supérieur de gestion et d'administration des entreprises de Guinée, qui est également le fruit d'un partenariat maroco-guinéen. Aussi la possibilité maintenant, aujourd'hui, de pouvoir voir l'apport de cet outil d'excellence. De quelle manière il peut apporter aussi sa contribution dans le cadre de la gestion et de la bonne gouvernance. Au cours de cette rencontre, le ministre Sékou Kourouma a mis l'accent sur la problématique de la gestion prévisionnelle des effectifs et la modernisation du système de recrutement à la fonction publique. Dans les jours à venir, ces échanges devraient se matérialiser par la formation et l'accompagnement de la fonction publique guinéenne par le Royaume du Maroc. 3 meilleures entreprises à fort potentiel de croissance se partageront bientôt la cagnotte de 270 millions de francs guinéens. Ce n'est pas de la loterie, c'est le résultat d'un concours Start-Upper de l'année 2016, initiative du groupe Total Guinée à l'échelle continentale. En Guinée, la démarche est soutenue par les structures nationales d'insertion socio-professionnelle. Reportage Fodé Camara.
Une émulation des entrepreneurs guinéens vient d'être enclenchée par Total Guinée. Un challenge dénommé Start-Upper de l'année. Gratuit, cet appel à projet est ouvert à tout ressortissant guinéen âgé de 35 ans ou plus. Réglé au millimètre près par un jury de professionnels, ce concours a pour objectif d'identifier, primer et accompagner les meilleurs projets de création ou de développement d'entreprises à fort potentiel de croissance. Aujourd'hui, ce sont 33 concours qui sont lancés. Est-ce qu'il y aura demain un concours continental? L'avenir nous le dira, c'est peut-être une idée à travailler. Mais aujourd'hui, effectivement, pour cette première édition en tout cas, ce sont des concours nationaux. Donc c'est un concours ici pour la Guinée, pour les Guinéens. Le compte à rebours a commencé. Il se termine le 31 janvier 2016 à 23 h. Et le dépôt des candidatures se fait exclusivement via une plateforme en ligne. Cette politique de soutien au développement économique bénéficie de l'appui des 2 structures nationales d'insertion socio-professionnelle. Le FONIGE, Fonds national d'insertion des jeunes, et l'AGIP, Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi. Si vous n'êtes pas retenu parmi les 10 premiers, ce qui est sûr, vous serez accompagné par le FONIGE en termes de formation, en termes de montage et gestion de projet, mais aussi en montage de business plan. Le gros problème du jeune Guinéen aujourd'hui, c'est comment monter son projet, mais aussi comment monter son business plan. Et nous, ça nous réjouit à plus d'un titre, parce que ça nous permet, avec notre base de données de 70 000 demandeurs d'emploi, de les mettre en exergue, soit pour ce projet, et pour ceux qui n'ont pas été lauréats, pourront être accompagnés dans le cadre de la formation ou autre, parce que c'est le rôle de l'AGIP, c'est une maison qui est destinée aux demandeurs d'emploi et aux personnes qui sont déjà en service. Sur la base de critères tels que l'innovation, l'originalité et la capacité d'améliorer les conditions de vie des populations, les 3 meilleurs projets se partageront une enveloppe de 270 millions de francs guinéens. 135 millions pour le premier prix, 80 et 55 millions pour le deuxième et le troisième prix. À Farana, les responsables de l'Institut des sciences agronomiques de vétérinaire intensifient la campagne d'information sur la pertinence des programmes de formation en agronomie pendant que l'attirance des jeunes à la formation dans les domaines de l'agriculture ou de l'élevage baisse en Guinée. Alors, cette question, qu'est-ce qui explique ce fait? Voyons tout ça avec notre reporter Mohamed Lamine Solano. En Guinée, les jeunes boudent la formation en sciences agronomiques. À Farana, la seule institution du pays qui forme des ingénieurs agronomes, les effectifs des étudiants chutent. De 6 000 apprenants par an il y a une dizaine d'années, l'institut est passé à 1 500 en 2015. Un choc pour les responsables de l'ISAV. Les jeunes ne comprennent pas qu'ici il n'y a que des filières porteuses. C'est les filières qui concernent le secteur primaire, capables de former des cadres supérieurs, capables de s'auto-employer. À 27 ans, Ibrahima est fondateur d'une ferme avicole à Tonkoloko à Farana. Avec 1300 têtes de pondeuses, ce jeune éleveur de formation est son propre patron, un an après sa formation académique. Depuis, il travaille avec une bande d'amis, tous diplômés de l'ISAV. Quand on fait les 7 départements qui se trouvent à l'ISAV de Farana ici, tu peux faire auto-emploi. Tu peux travailler toi seul sans que le gouvernement ne vienne en aide. Parce que la formation dont nous recevons ici nous permet, quand tu mets ça en pratique, tu peux évoluer vite. Bon, et voilà aujourd'hui, grâce à cette formation, moi j'ai cette ferme. Je me suis marié, père d'un enfant, et je soutiens ma famille dans ça, et je fais beaucoup de choses dans ça. La particularité de la formation en agronomie que propose l'ISAV réside en effet dans l'accès des apprenants en permanence au sens de ce qui leur est enseigné. L'Institut dispose de parcelles d'expérimentation permettant aux enseignants de mieux assurer la contextualisation des savoirs enseignés. L'établissement offre aux apprenants des stages et opportunités professionnelles en vue de les rendre opérationnels à la fin du cycle de formation de licence et master. La culture du maïs à Sigiri, cette céréale ralliement de base des ménages, connaît une forte demande de l'alimentation des volailles. Cette année, la moisson a été bonne et c'est grâce à la qualité des intrants livrés par l'État et motif de joie dans le Mandembéré. Reportage à Sigiri en Soumantoumani Kamara. Mamoudou Kondé est parmi les grands producteurs de maïs à Sigiri. Ce jour, une 50aine de personnes est mobilisée
pour éplucher la moisson obtenue sur les 8 hectares mis en valeur. Cette année, la terre a davantage été généreuse, se réjouissent tous les paysans de la localité. Les engrais que nous avons reçus cette année ont réellement répondu à nos attentes. Je ne suis pas le seul à le dire. Mes amis à côté ont eu les mêmes avantages. L'augmentation du rendement à l'hectare cette année contraint les paysans à recourir à la solidarité des voisins pour éviter tout risque de perte post-récolte. Nous sommes venus aider notre frère dans ses travaux de récolte. Avec tout ce qu'il a eu cette année, si nous ne l'assistons pas dans ses tâches, lui seul ne pourra rien, car il y a vraiment de l'abondance. La culture du maïs prend de l'élan à Sigiri. La céréale, prisée dans l'alimentation des volailles, est aussi l'aliment de base de bon nombre de ménages à Mandembere. Nous faisons plusieurs mets avec le maïs. C'est une céréale très nourrissante et aimée par la famille. Vous voyez les enfants et moi-même. La qualité des intrants livrés cette année aux producteurs agricoles par l'État a considérablement augmenté le rendement agricole. Toutefois, les paysans restent confrontés à l'insuffisance de matériel de récolte dans beaucoup de localités du pays. Dans le Moria, les meilleurs élèves filles récompensés par le ministère de l'Action sociale, elles bénéficient d'une prime d'encouragement pour leur maintien à l'école. L'événement se situe dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des jeunes filles. Mohamed II Camara, de retour de Forêt-Karia. Forêt-Karia est l'une des préfectures en Guinée qui a le plus bas taux de scolarisation des jeunes filles. Pour inverser cette tendance, le ministère en charge de la promotion des femmes adopte la stratégie de sensibilisation des communautés. Nous voulons venir édifier nos parents qu'on ne peut pas être ministre sans passer par l'école, qu'on ne peut pas lutter contre les violences sans avoir une éducation forte, qu'on ne peut pas être chef d'entreprise si nous n'avons pas une formation adéquate. Et pour que l'école soit le premier chemin, ce n'est pas la responsabilité du gouvernement seulement, c'est la responsabilité des parents aussi. En 2015 encore, on constate que la situation des filles n'a pas changé. Alors, ceci permettra à tous les acteurs intervenant dans le domaine de trouver des informations pour travailler avec les filles elles-mêmes, pour améliorer leur statut et les conditions de vie. Dans le Moria, pour encourager la scolarisation des jeunes filles, les meilleurs élèves bénéficient d'une assistance symbolique du ministère de l'Action sociale et de son partenaire Plan Guinée. Ça, c'est beaucoup, ça veut dire beaucoup. Donc, si j'ai reçu ça, c'est parce que j'ai fait une belle prestation. Et je sais tout ce que je viens de dire, c'est grâce à l'école que j'ai appris ça. Donc, je demande à tous mes parents d'inscrire leurs élèves à l'école. Parce que maintenant, si tu n'es pas à l'école, ta vie, elle est foutue, quoi. Ces activités se situent dans le cadre de la célébration de la 4e journée internationale des jeunes filles. Pour renforcer la lutte contre le virus Ebola dans les écoles de Forêt-Karia, Plan Guinée a également distribué 200 cartons de savon. Enfin, cet événement qui couronne le meilleur journaliste et animateur culturel en Guinée, dénommé Djeliba, c'est la 2e édition. Cette année, le prix du meilleur animateur culturel est décerné à titre posthume à Mamadou Adamaba Prince Go. Le reçu en image avec Mabinti Laïsouma. Pour cette 2e édition du prix Djeliba, 35 œuvres journalistiques étaient en compétition. Après 2 semaines de délibération, plusieurs journalistes et animateurs culturels sont primés pour leur travail, une consécration pour ces hommes de culture. C'est une grande joie. D'abord, le secret, c'est que j'aime bien mon métier
j'acceptais de fouiller, de travailler dur, j'acceptais les critiques, j'acceptais alors de fouiller sur les autres, imiter et puis améliorer pour moi. Aujourd'hui, Dieu me récompense, j'ai ces deux prix. Donc, grande satisfaction non seulement pour ma personne, mais également pour toute cette équipe qui travaille autour de cette émission, parce que n'oubliez pas qu'il y a les cadreurs, il y a les monteurs et puis il y a les réalisateurs derrière. Donc moi, je pense que c'est un travail d'équipe, qui est félicité, qui est remercié et qui est soldé aujourd'hui à cette grande satisfaction. Le clou de la cérémonie a été la remise du prix du meilleur journaliste culturel de l'année. Il est attribué à titre posthume à l'animateur culturel d'Espace TV, Mamadou Adamaba Princeco, décédé le 30 septembre dernier. Un geste fort qui réconforte famille et collaborateurs du défunt. Un sentiment de satisfaction pour un travail qu'il a aimé et qu'il a exercé avec toute son énergie jusqu'à la dernière seconde de sa vie. Mais je suis plus que réconforté par ce qui lui vient d'être décerné. C'est un soldat qui a aimé la culture, c'est quelqu'un qui s'est battu pour la culture, c'est quelqu'un qui était dans l'humanitaire parce qu'il se battait à la réinsertion sociale de certains détenus. Il se battait pour instaurer des bibliothèques dans différentes villes de la Guinée. Malheureusement, le destin on a voulu autrement. Aujourd'hui, que la structure Kuma Multimédia lui décerne un prix à titre posthume, ça ne peut que réconforter tous les membres de sa famille. Organisée par la structure Kuma Multimédia, cette cérémonie de récompense des meilleurs journalistes et animateurs culturels a connu la participation de plusieurs promoteurs culturels guinéens. Djeliba est un événement qu'on doit encourager, accompagner, soutenir. J'ai été très ravi d'être là ce soir et de voir que nos journalistes ont du talent. Je voudrais vraiment encourager cette structure jeune, mais qui a eu de l'audace. Ce que nous n'avons pas eu le courage de faire, ou on n'a pas eu le temps de faire, je pense qu'eux, ils ont poussé le bouton, ils sont allés très loin. C'est les initiatives à encourager. Il y a au moins 5 trophées qui ont été recalés. C'est parce que le jury, qui est souverain, a estimé que les œuvres n'étaient pas de grande qualité. Et nous, on veut une organisation très sérieuse. On n'a pas envie de faire de la complaisance. Sinon, ce sont nos amis qui postulent. On peut donner aux gens pour les faire plaisir, mais ça ne va pas contribuer à la formation des journalistes. On veut que les journalistes s'en rendent compte que le prix Djeliba est un prix qui vote pour l'excellence. Le prix Djeliba récompense depuis 2 ans les meilleurs journalistes et animateurs culturels. Les organisateurs de cet événement préparent déjà la 3e édition prévue en 2016. Et puis cette nouvelle qui vient juste de tomber à raison des attentats perpétrés hier à Paris, le centre culturel franco-guinéen annule la représentation du spectacle Don Juan. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Très belle soirée à tous et à tous. À demain.